Rebonjour à tous, ou bonjour à ceux que je n'aurais pas vus. On va passer un petit moment avec Alain Leblanc. Bonjour Alain. Bonjour. Pour parler de sa saga Les Conquérantes, qui est une saga sur l'émancipation des femmes, qui commence en 1890 et qui finit aux environs des années 2000. Et donc Alain va nous vous présenter, puisque je préfère quand ce sont les auteurs qui présentent leurs romans, chacun des tomes. Alors, je vais vous dire comment la saga est née. J'ai été élevé par une mère qui était toute seule. Et je me suis dit, j'étais aux premières loges pour voir les difficultés qu'elle avait pour élever son enfant. Ce qu'on appelait à l'époque une mère célibataire. C'était dans les années 50, elle venait de divorcer. Et je me suis dit, elle avait beaucoup de difficultés dans sa vie sentimentale et dans une société qui était gouvernée par les hommes. Rien pour l'aider à élever son gamin. Et je me suis dit, finalement, les choses ont beaucoup changé vers les années 70. Et c'était intéressant de remonter au début du XXe siècle pour voir comment le destin de la femme avait pu évoluer sur tout un siècle. Et c'est comme ça que c'est né. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et c'est parti en fait des difficultés de ma propre mère à vivre toute seule avec son enfant. Donc une origine qui est vraiment intime et personnelle pour la création de cette saga, qui, comme je le disais, commence en 1890. Alors je suis parti vraiment en 1890 parce que c'était avant la Grande Guerre de 14, à un moment où les femmes n'avaient pas de statut dans la société. On devait les marier, c'était une dot. Alors j'ai imaginé un personnage qui n'est pas très loin de ma grand-mère maternelle, qu'on va marier sans qu'elle choisisse son amour, et donc un mariage arrangé. Et évidemment, après la Grande Guerre fait que les hommes vont partir sur le front. C'est elle qui va prendre les rênes de l'entreprise du mari, et les filatures normandes, et elle va montrer qu'elle est tout à fait capable, comme son mari, de tenir une entreprise, de faire les réformes qu'il faut pour ses ouvrières. Et évidemment, quand le mari va revenir du front, diminuer, il va lui reprendre tout le travail qu'elle a fait dans cette entreprise, toute la valeur qu'elle a pu montrer en tant que gestionnaire même, va lui être repris. Et à partir de là, elle va aller à Paris, elle va vivre une vie clandestine, elle va emmener ses filles à Paris pour être libre. Et évidemment, il faut dire qu'à cette époque-là, c'était le père qui avait l'autorité parentale entière. Donc il a fait rechercher, elle vit dans une sorte de vie clandestine, et évidemment, il reprend ses filles avec lui, et elle verra pas pendant des années, elle ne verra pas ses filles, parce qu'on lui aura repris tout simplement. Puis après, elle va se marier, elle va créer une maison de couture. Avant, elle va divorcer. Ça va durer des années, parce qu'à cette époque, divorcer, seul le mari pouvait donner l'autorisation du divorce. Et voilà pour le premier volume que j'ai écrit, qui s'arrête au moment de la montée du fascisme des années 30, quoi. Ce qui est passionnant dans cette saga, c'est que vous mêlez habilement l'histoire avec un grand H, la grande histoire, Ouais. avec la fiction de vos personnages, qu'on y suit des femmes issues d'une même famille, c'est-à-dire que Clémence, dont vous parliez dans le premier tome, est à l'origine de toutes ces femmes qui sont par la suite plus ou moins féministes, en tout cas combattantes pour le droit des femmes, en tout cas. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui est passionnant dans cette saga, c'est de retrouver la même famille que l'on suit, donc à partir de Clémence jusqu'à nos jours, donc avec des héroïnes qui ont toutes des couleurs différentes, couleurs parce que bien que élevées de la même façon, forcément leur caractère évolue
en fonction de leur personnalité aussi. Vous parliez de votre maman. Est-ce que dans ces femmes, d'autres femmes de votre vie ont inspiré ces personnages ? Pour le deuxième tome, ce qui était intéressant, c'était de montrer Clémence, donc on peut dire la grand-mère. Le deuxième tome, ça va être ses filles. Élevées un peu par Clémence et beaucoup par le père, puisque et c'était aussi intéressant de... J'ai pris deux, trois choses de ma propre mère quand même, des années 40 à peu près, au moment de l'occupation. Et j'ai voulu... Alors, on a les filles, et c'était intéressant d'avoir l'évolution, c'est-à-dire après, quand on est à la fin de la guerre, 45, quand on va avoir... quand elles auront le droit de vote, parce qu'elles seront entrées en résistance, et on leur a donné vraiment un statut de citoyen qu'elles n'avaient pas avant. C'était intéressant de montrer cette évolution pour arriver jusqu'aux années 2000, donc partir des années 70 dans le troisième tome, etc. Et donc c'est effectivement, encore une fois, oui, des gens autour de moi, des femmes autour de moi que j'ai vues se battre pour les ouvrières, qui étaient évidemment beaucoup moins bien payées que les hommes à ce moment-là. Se battent aussi pour obtenir un divorce quand on les avait mariées quasiment de force. Ça ne pouvait pas se passer. Elles voulaient retrouver leur liberté, mais ce n'était pas possible. Elles n'avaient pas le droit de faire des études. Tout ça fait que je l'ai absorbé quoi, autour de moi. Je l'ai vu. Alors, ce qui m'a marqué, moi, c'est d'apprendre énormément de choses sur l'histoire des femmes que je ne connaissais pas. J'étais persuadée que les femmes étaient complètement indépendantes après-guerre quand elles ont eu le droit de vote, mais non. Je n'ai appris qu'elles étaient encore sous tutelle de leur mari jusqu'à la fin des années 60. Ce troisième tome sort officiellement le 20 juin, mais est en avant-première sur le salon. Et il relate donc tout ce qui se passe après-guerre jusqu'à nos jours. Donc l'acquisition du droit de vote, l'émancipation complète en fait. Le droit à l'avortement, la pilule, c'est un tome très très dense. C'est le grand moment des avancées pour les femmes des années 70. Ça a démarré aux années 65. Il faut dire qu'en 1965, enfin, elles ont pu choisir un travail sans l'autorisation du mari. Elles ont pu ouvrir un compte en banque. C'est ça qui elles avaient le droit à ce moment-là de faire des chèques ou d'en recevoir. C'était donc à ce moment-là, et effectivement, 65, 68 est passé par là-dessus. Et après, les années 70, c'était la grande déferlante où elles se sont dit on a le droit de vivre aussi, pas seulement d'un point de vue d'indépendance économique, mais aussi sexuellement. On a le droit de vivre, faire ce qu'on veut de notre corps. C'était le grand manifeste des 343 en 71, je crois, où des femmes d'horizons différents ont écrit un manifeste pour dire qu'elles avaient avorté. Et puis tout ça nous a mené à la loi Veil des années 75. Il a fallu qu'elles se battent aussi là énormément à tout point de vue. Et Simone Veil a été traînée dans la boue, littéralement, quand à l'Assemblée, elle expliquait ce que c'était pour une femme d'avorter, ce que c'était que cette souffrance, et que c'était vraiment un phénomène de santé publique, de pouvoir leur éviter d'aller, je ne sais où, se faire mutiler. Voilà. Alors, le temps passant, parce que j'ai mon maître du temps qui me rappelle à l'ordre aussi de temps en temps, j'ai encore une question pour vous, une dernière, parce que, comme je le disais, ce roman-là se vit plus qu'il ne se lit, tant la fiction est mêlée habilement avec l'histoire, on est vraiment totalement pris dans l'histoire de Clémence et de ses filles et petites-filles. Est-ce que vous aimeriez voir ces romans adaptés, ou est-ce que vous l'envisagez au même titre que d'autres grandes sagas ? Oui, ça serait épatant, parce que je pense qu'on ne l'a jamais fait. Évidemment, il y a là un souci, on change d'époque. On démarre dans les années 1890,
Et moi, en tant que scénariste, je peux vous dire que c'est difficile, hein, parce qu'il faut changer d'époque. Ça veut dire qu'on ne peut pas réutiliser les décors, il faut faire des décors différents à chaque fois. C'est extrêmement lourd. Chez nous, je ne sais pas. Des gens de la BBC, oui, ils le feraient très bien. Hein, mais ça coûterait très cher, effectivement, de faire ça. Mais je pense que d'un point de vue audiovisuel, on ne l'a jamais fait. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une sorte de catalogue sur les lois qui ont permis aux femmes d'être plus libres, citoyennes, indépendantes, etc. C'est avant tout des romans. Des romans. Et donc la fiction télévisuelle a besoin de ça, de personnages. Merci Alain, on est rappelé à l'ordre, c'est passionnant. Moi, je vous invite vraiment à aller rencontrer Alain sur son stand et discuter avec lui voilà, de cette merci de m'avoir écouté. Moi, je les conquérantes. Bafouille, je suis meilleur à l'écrit, je crois, qu'à l'oral. Hein. Très bon à l'écrit, je confirme. Merci à vous et merci Alain.